Bonsoir, bienvenue au deuxième rencontre digitale de la FNAC avec Charles Pépin. Bonsoir Charles. Bonsoir. Avant qu'on commence la conversation, je vous rappelle que vous avez, pendant les 30 premières minutes, vous pouvez poser vos questions à Charles et la deuxième partie de notre rencontre sera consacrée évidemment à lire vos questions et à Charles à y répondre. John Lennon a dit que si le rock'n'roll avait un autre nom, il s'appellerait Chuck Berry. Et pour moi, si la philosophie avait un autre nom, elle s'appellerait Charles Pépin. Parce qu'il réussit ce tour de force à faire de la philosophie un exercice qui n'est pas l'exercice qui sort des classes terminales. Et la philosophie devient sexy. Et c'est sans doute pour ça que Charles, vous êtes un des auteurs, le philosophe français le plus traduit dans le monde, le plus publié et traduit dans le monde. Je ne sais pas ce que veut dire ce chiffre, mais bon. Voilà. Donc, vous êtes agrégé de philosophie, vous êtes diplômé de Sciences Po et d'HEC. Vous êtes l'auteur de 3 romans, dont une réinterprétation de L'étranger de Camus. Vous avez coécrit avec Jules 3 bandes dessinées, 50 nuances de grec, c'est pas dans l'ordre, La planète des sages, Platon, La Gaffe, 50 nuances de grec. Et vous avez écrit évidemment de nombreux essais philosophiques, mais surtout vous avez écrit donc 3 ouvrages de philosophie que je trouve particulièrement intéressants, qui chacun ont été un best-seller. Donc Les vertus de l'échec, La confiance en soi et Ce soir la rencontre. Et ces ouvrages sont intéressants parce qu'en particulier, ils nous sortent complètement du territoire traditionnel de la philosophie sur qu'est-ce qu'une bonne vie, la liberté, etc. Donc on y reviendra. Vous êtes également l'auteur de chansons, Chuck Berry, la chanson que j'ai entendue, qui sont très bien. Et vous avez même joué dans un film. Vous avez longtemps été professeur de philosophie à la Légion d'honneur. Depuis 2010, vous animez les lundis de la philosophie au MK2 du boulevard Saint-Germain, qui est ouvert à tous, mais standing room only. Et vous avez lancé un podcast sur Spotify. Vous avez également à 2 reprises animé des soirées de philosophie au théâtre de la Porte Saint-Martin. 1200 places ont été prises d'assaut dans les heures qui ont suivi. Donc, vous livrez un exercice qui n'est pas du tout évident, qui est de rendre la philosophie désirable, et surtout de nous permettre de la rencontrer, c'est-à-dire de comprendre comment la philosophie s'adresse en réalité à nous, qu'elle n'est pas un exercice extérieur à nous. Donc, je redis avant qu'on commence à poser des questions à Charles, n'oubliez pas donc, de commencer à envoyer vos questions. Et donc, puisqu'on parle de rencontres, et de rencontres à ce temps particulier du Covid, un moment où la vie est difficile, où elle nous fragilise, j'aime beaucoup une notion que vous développez dans le livre. Vous parlez de cette idée magnifique de vivre par gros temps, c'est-à-dire la joie comme réponse au chaos du monde. Alors, j'aimerais que vous m'en disiez un peu plus, parce qu'évidemment, on a du mal à penser à la joie à ce moment où, depuis 1 an, évidemment, on a du mal à se rencontrer, à vivre normalement. C'est une belle question, merci de me la poser. Et effectivement, la question de la joie, à mon avis, ne se pose que dans l'adversité. Autrement, s'il n'y a pas d'adversité, s'il n'y a pas d'entrave à la joie, s'il n'y a pas de menace qui plane sur la joie, s'il n'y a pas d'ombre portée sur la joie, alors il y a la possibilité du bonheur. En effet, le bonheur, c'est cet état durable de sérénité, d'équilibre. Et pour un humain, pour une conscience humaine, même hors temps de Covid, il y a évidemment beaucoup de gros nuages qui s'amoncellent au-dessus de la plaine du bonheur. Alors du coup, quand le bonheur n'est pas possible parce qu'on a conscience de la mort, de la mortalité, de l'injustice, du mal, etc., la joie, elle, peut se déployer comme une force de résistance à l'adversité qui la menace. Autrement dit, la seule vraie joie est la joie menacée. Comment en serait-il autrement pour en être conscient et lucide ? Et c'est vrai que Clément Rosset dit à ce sujet très justement, la joie est contrariée ou n'est pas la joie. Et donc je crois que la joie la plus pure est celle qui est impure. La joie sans entrave n'est pas une vraie joie. En effet, et on peut le dire autrement par rapport à la conjoncture qu'on est en train de traverser. Jean Castex vient de s'adresser à nous de sa voix un peu monocorde une nouvelle fois. C'est que finalement, nous avons une ressource dans l'adversité de joie que peut-être nous ne pouvons pas aller chercher par temps calme. Et comme le disait Épicure, enfin en tout cas ceux qui se sont réclamés d'Épicure, c'est par gros temps qu'il faut cultiver l'art de la joie, et non seulement comme une réponse, mais aussi comme une provocation, comme une réaction. Peut-être d'ailleurs que la joie, mais bon, si vous me lancez sur la joie, on peut en parler longtemps, mais peut-être que la joie n'est la forme déguisée de l'instinct de survie chez l'animal humain.
les autres animaux. On a un instinct, mais chez l'être très conscient qu'est l'animal humain, peut-être que cet instinct de survie prend la forme de l'émotion de joie et de la conscience de la joie. Alors, pour rentrer dans ton livre, je voudrais savoir est-ce que tu avais un sens du timing particulièrement bien développé? Est-ce que tu as commencé à l'écriture de ton livre avant toute cette histoire qui nous bloque depuis un an? Ou est-ce que tu avais ça en tête déjà? Ça n'a aucun rapport avec cette conjoncture. D'accord. En fait, j'ai pensé ce livre avant. Je commençais à l'écrire avant le premier confinement, j'entends. Avant même que le mot de Covid ne soit connu de moi. Il se trouve que déjà bien avant, mon sentiment premier était que nous ne nous rencontrions pas assez. Donc je sais pas si tu imagines ce que le confinement combien le confinement a pu redoubler cette thèse. Et le point de démarrage du livre, c'est de se dire voilà, la vraie vie est rencontre, comme le dit le philosophe Martin Buber. Ça veut dire que la rencontre est co-substantielle, elle est au cœur de l'aventure humaine. Elle n'est pas un supplément, elle n'est pas un plus, elle vient pas compléter la vie d'un sujet humain. Elle est au cœur de cette aventure par laquelle le sujet se révèle à lui-même. Et il m'avait semblé, donc encore une fois, avant le premier confinement, que pour des raisons psychologiques, pour des raisons technologiques, nous ne nous rencontrons pas assez, et donc nous sommes entravés dans notre humanité. Nous ne nous rencontrons pas assez parce que sur Facebook ou Instagram, nous recevons les posts de gens qui pensent comme nous, et nous n'avons même plus accès à l'altérité. Nous ne savons même plus qu'existe un monde fait de gens qui ne sont pas nos amis et qui ne pensent pas comme nous. Ça, c'est une raison technologique, mais nous ne nous rencontrons pas assez aussi pour des raisons psychologiques, parce que nous pensons savoir qui nous devrions rencontrer, nous pensons savoir ce que nous désirons, nous pensons savoir ce que nous attendons. Or, la vraie vie, c'est pas ça, c'est d'être surpris et de rencontrer l'inattendu. Donc, évidemment, est arrivé le premier confinement, et là... Même Dieu a besoin selon Hegel, Dieu a créé les humains, justement, parce qu'il a besoin de la rencontre. Exactement. Alors, on peut redoubler cette vérité psychologique que je viens de poser par un point de vue métaphysique qui est celui de Hegel. Pour Hegel, alors c'est une très originale définition de Dieu, même Dieu, donc l'être absolu, l'être suprême, a besoin de rencontrer ce qui n'est pas lui pour pouvoir savoir qui il est. Donc c'est un Dieu inquiet, un Dieu qui qui est original, et Hegel écrit joliment que l'esprit absolu, donc avec un grand E, est animé par l'esprit de l'inquiétude, et il veut savoir qui il est. Mais alors comment fait-il ? Pour savoir qui il est, ce Dieu, il va pas faire d'introspection, quoi. Il va pas aller comme Rousseau au fond de son jardin pour essayer de savoir qui il est. Il va se confronter à la différence. Mais la différence, c'est quoi ? C'est la nature, puisque Dieu, c'est l'esprit. Ainsi, Hegel réécrit-il la création du monde par Dieu. L'esprit pose face à lui son autre, la différence, l'altérité, la nature, pour ainsi confronter à cette différence, savoir que lui n'est pas de la nature, il n'est pas des arbres, il n'est pas de la terre, il n'est pas de l'eau, il est l'esprit, mais il n'aurait pas pu le savoir sans cette rencontre de ce qui n'est pas lui. Alors justement, et juste, je finis, parce que c'est un peu compliqué, j'imagine, pour vous qui nous écoutez, je vous vois là, c'est qu'au fond, ce que nous dit Hegel de Dieu, il le dit aussi de l'individu singulier. C'est la même chose. Et chez Hegel, et mon livre est assez hegelien de ce point de vue-là, on a toujours une analogie entre ce qu'on peut dire au plan métaphysique et ce qu'on peut dire au plan d'une relation simplement humaine. Eh bien voilà, que je sois Dieu, l'esprit absolu, ou un simple humain, il faut que je sorte de moi-même, que je m'extériorise, que j'existe, exister, sortir de soi, pour espérer me trouver. Mais si je reste en moi, en faisant simplement de l'introspection, en étant au chaud, dans le petit confort de mon identité, alors je suis sûr de ne jamais me trouver, car j'ai besoin de l'autre pour savoir qui je suis. Oui, parce que évidemment, je trouve que c'est ça, évidemment, l'aspect particulièrement intéressant de ton livre, c'est que finalement, la rencontre de l'autre, c'est d'abord la rencontre avec soi-même. Alors, tu parles en particulier des routes de Madison. Ouais. Et où Francesca, elle dit, je ne me reconnais plus, et pourtant je n'ai jamais été autant moi-même. C'est là, donc, dans ce beau film de Clint Eastwood, où Clint Eastwood s'est quand même donné un assez beau rôle aussi, comme souvent, eh bien, cette femme, elle fait quelque chose qui ne lui ressemble pas. Donc, elle ne se reconnaît plus, parce qu'elle a trompé son mari pendant 4 jours. Un mari qu'elle estime, qu'elle aime, d'un amour apaisé, mais pas totalement passionnel.
et qu'elle ne veut pas tromper, qu'elle respecte. Donc elle fait quelque chose qui ne lui ressemble pas, mais en même temps, en prenant ce risque-là, elle se découvre d'une manière plus authentique encore. Et elle dit, voilà, je n'ai jamais été aussi loin de moi-même et je n'ai jamais été autant moi-même. Et c'est aussi ce que disait le poète René Char en affirmant, si tu ne sais pas t'établir à l'extérieur de toi, c'est à l'extérieur de soi, ne peut pas espérer se découvrir soi-même. Et on retrouve comme ça un mouvement il faut, pour rencontrer les autres, cette intranquillité. Et donc aujourd'hui, on nous dit beaucoup, oui, soyez vous-même, connaissez-vous vous-même, ça c'est la phrase des Grecs, ayez de l'estime pour vous-même. Mais moi je dis que si vous êtes tellement bien avec vous-même, si vous vous aimez, si vous vous connaissez, si vous vous estimez, et si vous êtes tranquillement installé dans le confort de votre identité, il n'y a pas besoin de rencontrer les autres. En même temps... non mais juste finis le raisonnement. Ce que je veux dire, c'est que on peut pas tout avoir. Si on a une injonction à être soi, on peut pas avoir le désir de rencontrer les autres. Donc moi, ma thèse, c'est que c'est très bien. Si vous n'êtes pas bien avec vous-même, si vous êtes pas tellement sûr de savoir qui vous êtes, si vous êtes compliqué, mélangé, mouvant, c'est très bien. Parce qu'il va falloir aller voir les autres, et c'est eux qui ont le secret. C'est eux qui détiennent le secret de votre devenir. Maintenant, je reviens à ta question. Il y a en effet quelque chose qui ne s'oppose pas entre rencontrer l'autre et rencontrer soi, mais j'ajouterai une troisième dimension, c'est rencontrer le monde. En fait, quand on rencontre quelqu'un, on est confronté à une altérité qui nous renvoie à nous-mêmes, donc on rencontre quelqu'un et on se découvre en même temps, et bien sûr on découvre en même temps le monde. Parce que si je te rencontre vraiment, et qu'après je vois un paysage de Bourgogne, si je te rencontre vraiment, et qu'après je vois un film de Clint Eastwood, et si je t'ai rencontré, je vois le film avec tes yeux. Je vois le paysage de Bourgogne avec tes yeux. Je bois le verre de pommard avec ton palais. Attention, suivez bien. Ça ne veut pas dire que j'ai plus mes yeux, que j'ai plus mes oreilles, que j'ai plus mon palais. Je les ai encore, mais je me suis ouvert à ta position de sujet. Ainsi s'agrandit le rapport au monde. Et voilà pourquoi, pour te répondre, la rencontre de l'autre est en même temps une redécouverte de soi et une expérience du monde. Et figure-toi que c'est déjà ce que je disais dans mon livre d'avant. Parce que dans mon livre précédent, qui est un livre sur la confiance, j'expliquais qu'il ne fallait pas penser la confiance en soi comme une confiance en soi. Qu'elle était toujours en même temps une confiance en les autres et une foi dans le monde, dans l'existence du monde. Et on retrouve finalement cette structure tripartite ici. Il y a toujours une dimension interpersonnelle, confiance en l'autre, rencontre de l'autre, une dimension de connaissance de soi, confiance en soi, connaissance de soi, et une dimension mystique ou spirituelle ou métaphysique, confiance dans le monde et rencontre du monde. Alors je dirais, pour faire le lien avec ton autre ouvrage, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de l'échec pour aller à la rencontre de l'autre. C'est vrai. Ça n'a pas de... Il faut se lancer. L'échec ne doit pas freiner notre élan vers l'autre. C'est vrai que le premier de cette trilogie, c'était les vertus de l'échec. Et le point commun aussi, c'est le rapport au réel. Parce que, au fond, dans l'échec, je trouve qu'on fait l'expérience du réel plus sérieusement et plus intensément que dans le succès. La confiance en soi n'est pas une confiance en soi, en son petit ego, mais c'est une confiance dans le réel que l'on rencontre quand on agit, quand on prend des risques, comme tu le dis. Et de même, la rencontre de quelqu'un, c'est la rencontre d'un réel qui est plus fort que les représentations. D'ailleurs, c'est ça une histoire d'amour. Je me fais un film, je projette, et puis en fait, un jour, je te rencontre, et tu es, dans ta réalité, plus intéressant que toutes les représentations que je me faisais de toi. Ce que disait aussi très bien Christian Bobin, il parlait de sa rencontre avec Pierre Soulages, mais c'est vrai de toute rencontre, notamment de la rencontre de la peinture, de la rencontre d'une œuvre d'art. C'est le surgissement d'un réel, écrit Christian Bobin, qui vient ruiner toutes les définitions. Ça veut dire qu'au fond, c'est très bien d'imaginer et de préparer la rencontre par des projections, mais il y a un moment où le réel est plus fort. Et ben ça, c'est le point commun de tous mes livres. Enfin, de ces trois-là, en tout cas. C'est un travail sur le réel. Et puis souvent, on est mal élevé. On nous apprend qu'il y a mieux que le réel. Il y a l'idéal. Il y a mieux que le réel. Il y a le fantasme. Mais au fond, la vraie vie dont parle Martin Buber, c'est l'expérience du réel. Et quand on est un savant et qu'on fait une expérience scientifique et qu'elle vient invalider une hypothèse, comme je montre dans les vertus de l'échec, on fait une sublime expérience du réel. Et quand on
prend la parole en public et qu'on a besoin de prendre confiance en soi et qu'on regarde les gens, qu'on parle et qu'on sent les vibrations, on fait l'expérience du réel. Et pour venir à ce livre-là, qu'est-ce que c'est qu'une belle rencontre ? C'est l'expérience d'un réel qui, en fait, vient me dire qu'il n'y a rien de mieux que le réel. Alors évidemment que je suis un animal humain, donc je fantasme, c'est normal, c'est très bien, je me représente, mais quand même la rencontre, c'est quand le réel est plus fort. Alors quand même, l'autre paradoxe de ton ouvrage, c'est que il n'est pas nécessaire que la rencontre soit réciproque. Enfin, deux choses. Un, il n'y a pas besoin de réciprocité, et deux, tu peux rencontrer autre chose qu'un être humain. Bien sûr. Je prends un exemple très simple pour que tout le monde comprenne, surtout dans un live de la FNAC, je pense que je vais parler à des personnes qui vont comprendre ce que je dis. J'ai rencontré Emmanuel Carrère. Mais lui, il m'a pas rencontré. Enfin, je sais pas s'il lit mes livres, mais en tout cas, moi, je lis ses livres. De livre en livre, je le connais hyper bien, je l'ai jamais vu, hein. Mais Emmanuel Carrère m'a ouvert les yeux sur d'autres vies que la mienne, sur l'expérience mystique racontée dans le royaume, sur le surendettement de certains Français, et au fond, il m'a dessillé le regard. Mais lui, il m'a pas rencontré. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est très bien comme ça. Et souvent, l'attente de la réciprocité, l'exigence de réciprocité, dans une sorte de maladie de l'égalitarisme contemporain, va entraver les rencontres. Je prends un exemple. Vous avez plein d'élèves, ils ont un super prof, un prof de français, un prof de maths, un prof de philo, mais lui, l'élève, il est 1 sur 40. Alors il s'interdit de rencontrer le prof, parce qu'il dit, oui, mais moi, j'existe pas pour lui. Mais c'est dommage, parce que mieux vaut rencontrer ce prof, même si le prof te rencontre pas parce qu'il a 40 élèves et qu'il n'a pas identifié. C'est pas grave. En fait, souvent dans la vie, et ça, je suis très content que tu me poses cette question, parce qu'on n'a pas souvent l'occasion de dire ça, les belles choses sont asymétriques. Il n'y a pas d'égalité. Je veux dire, l'égalité, c'est intéressant comme un droit politique, mais à part ça, c'est pas intéressant, hein. On est dans une... La vie, c'est pas l'égalité, quoi. On est inégaux, on est différents, et il y a de l'asymétrie partout. Je prends un exemple. On peut te faire un petit cadeau, et toi, tu te sens immensément dans une gratitude, reconnaissant, merci. Et c'est très bien comme ça. Ou alors, quand tu pardonnes à quelqu'un qui t'a fait du mal, et qui est minable, qui ne demande même pas pardon, tu es capable de te comporter beaucoup mieux que lui. Asymétrie. Asymétrie dans la gratitude, asymétrie dans le pardon, évidemment. Et là aussi, asymétrie dans la rencontre. Autre exemple qui va faire rire tout le monde, parce que Emmanuel Carrère, il y a un petit soupçon, on est contemporain, et puis on est même voisins dans Paris. Mais par exemple, David Bowie. C'est clair que je l'ai rencontré, hein. Il a changé ma vie. C'est sûr que lui, il m'a pas rencontré. Ça ne me pose aucun problème. J'ai envie de dire ça à des élèves que j'ai eu en terminale. Il a changé ta vie, alors. Ah, il a changé ma vie parce que quand j'ai découvert Life on Mars et Rock'n'Roll Suicide, je me suis dit, tiens, il y a quelqu'un qui me comprend. Il y a quelqu'un qui m'autorise à être contradictoire, à être ambigu, à être perdu et en même temps heureux de l'être. Il y a quelqu'un qui me donne de l'élan, qui me donne une joie de vivre malgré la complexité. Il y a quelqu'un dont la voix me dit des choses que je ne comprends pas vraiment, parce que en plus je comprenais pas l'anglais à l'époque, mais qui au fond me semble dire la vérité, même si je ne comprends pas ce qu'il dit. Et voilà, c'est ça une rencontre. C'est une ouverture comme ça c'est une expérience accrue du monde. C'est une intensification aussi de la présence. Hein, on a tous vécu ça. D'ailleurs, tu disais tout à l'heure, tu peux rencontrer un paysage, tu peux rencontrer un tableau. Et c'est ça aussi, je voudrais dire, et j'aime bien cette question, c'est qu'en fait, comment je sais quand j'ai rencontré quelqu'un, ou quand j'ai rencontré une œuvre d'art, ou que j'ai rencontré un paysage, c'est quand soudain, ma présence au monde est intensifiée. Ça veut dire que, encore une fois, je suis un peu sorti de la représentation. Tout à l'heure, on opposait la représentation à l'expérience du réel. Là, c'est pareil. On m'a dit tellement de choses sur Rothko, on m'a dit des choses, on m'a baratiné, il y a eu des guides qui ont bavassé. Mais un jour, je suis devant. Et là, c'est une expérience du réel. Et la présence de l'œuvre que je rencontre me rend soudain intensément présent au monde, aux autres, à moi-même, mais aussi à l'instant, au mystère même de l'être. Et c'est ça la rencontre, c'est l'expérience d'une présence, tout simplement. Et d'ailleurs, je le dis bien dans le livre, il n'y a pas besoin de savoir de quoi, hein. C'est mystérieux au fond. Et plus j'accueille ce mystère, notamment dans la relation humaine, plus je suis capable d'une rencontre continuée, prolongée, réinventée, comme Voltaire rencontrant Émilie du Châtelet pendant 17 ans.
comme Maria Cazares rencontrant Camus pendant 15 ans, comme Picasso et Éluard se rencontrant et se re-rencontrant pendant une dizaine d'années, ou 15 ans même. Alors donc, pour rencontrer l'autre, plusieurs conditions: sortir de chez soi, Ouais. sortir de soi, Ouais. être disponible. Tout à fait. Mais la troisième condition que je trouve particulièrement intéressante, surtout dans le monde dans lequel on vit, c'est être vulnérable. Or, Enfin, on aujourd'hui, l'est tous, parle... mais en tout cas ne pas Oui, le mais cacher. aujourd'hui, c'est vu comme on parle des plus vulnérables, etc. La vulnérabilité n'est pas dans notre société vue comme une qualité. Et La c'est ça que je trouve vulnérabilité, c'est la intéressant force dans oubliée. D'ailleurs, ça c'est le titre d'un livre de Bertrand Vergely. La vulnérabilité est une force oubliée. C'est le contraire du selfie. C'est-à-dire que le selfie, le selfie le plus fréquent, c'est je retravaille mon image, je la retouche et je montre aux autres l'espèce de masque figé ou voire de grimace que je veux montrer aux autres. Donc j'ai travaillé ce que là. Et en fait, on croit que la meilleure façon de rencontrer les autres, c'est de présenter aux autres son meilleur profil, au fond. Moi, je crois que c'est faux. Ce qui va me permettre d'entrer en relation avec quelqu'un, c'est de lui montrer, peut-être pas directement ma vulnérabilité, mais ma complexité pour qu'il puisse faire son marché et que quelque chose résonne, au fond, entre en résonance. D'ailleurs, j'ouvre le livre, l'introduction de mon livre, sur un exemple, la rencontre dans un train d'un homme et d'une femme. Et pourquoi la rencontre a lieu? Et on va retrouver les trois conditions que tu viens d'évoquer. D'abord parce qu'ils sont sortis de chez eux, évidemment. Ensuite parce que ils se rendent disponibles à ce qu'ils n'attendaient pas. Et enfin, parce que lui, il a reçu un coup de fil qui l'a vachement angoissé juste avant de prendre le train. Et au lieu de le cacher et de faire, de dérouler le storytelling de toutes ses réussites, il s'ouvre à sa voisine de train et il lui raconte que voilà, il est angoissé, que c'est le coup de fil du psy de son fils et que ça l'inquiète. Et finalement, il tombe le masque devant elle, le masque identitaire, non pas le masque anti-Covid, et tombant le masque, il l'autorise à tomber le masque en retour. Et elle se confie parce qu'il s'est confié. Et ils vont comme ça se rencontrer. Eh bien, ça, c'est important de le rappeler, parce que cette vulnérabilité est souvent présentée comme une faiblesse, alors qu'elle est souvent une force. Alors, tu cites même dans cette rencontre de cette femme, un peu plus loin, l'idée, tu l'as un peu évoqué, mais je voudrais que tu y reviennes, sur l'idée que tu parles d'un de tes amis qui, par exemple, a une idée bien préconçue de ce qu'il cherche, la femme, le nombre d'enfants, il veut pas d'enfants, etc. Et puis bon, il va à un dîner, évidemment, les choses ne se passent jamais comme on le souhaite. Alors j'ai l'impression que comment dépasser ce moment où on a toutes ces cases, et c'est dans notre tête, qui nous empêche justement de rencontrer l'autre. Ça, c'est une question dure. Je suis d'ailleurs pas sûr d'y avoir vraiment répondu. C'est-à-dire que c'est normal d'avoir des attentes. Et c'est normal d'avoir des goûts. Et c'est normal d'avoir des critères, à la limite. Et je ne le critique pas. Et donc, ces goûts, ces attentes, ces critères participent d'un mouvement qui fait que je me bouge, que je sors de chez moi et que je vais à la rencontre des autres. C'est très bien. Le problème, c'est que pour que la rencontre ait lieu, dans la quasi-totalité des cas, il faut oublier l'attente initiale, renoncer aux critères premiers et être surpris par un goût qui, a priori, n'est pas le sien. Le livre de Proust à ce sujet, la recherche, qui se termine par « Et tout ça pour une femme qui n'était pas mon genre », je suis absolument contre cette vision bourgeoise des choses. C'est très bien de rencontrer quelqu'un qui n'est pas son genre, c'est ça qui est intéressant, et de réussir à s'ouvrir à l'inattendu. Alors ta question, c'est comment on fait ? J'ai pas la réponse, d'abord je suis pas coach de vie, mais ce qui est sûr, c'est que ce qui peut nous aider, c'est de comprendre qu'il n'y a de rencontre que de l'inattendu. Autrement, ça s'appelle pas une rencontre. Prenons un exercice mental, et je vous demande de bien suivre cet exercice parce que il est assez amusant. Imaginez. Et aussi de ne pas oublier d'envoyer vos questions pour la deuxième partie de notre rencontre. Donc allons-y. Imaginez, vous qui êtes devant votre écran et qui avez envie de rencontrer quelqu'un, imaginez la personne parfaite en termes physiques, intellectuels, professionnels, social, financier, moral, merci, sexuel. Visualisez cet être parfait. Et imaginez, quelque chose qui n'arrivera jamais, que la vie vous offre de rencontrer une personne correspondant exactement à cette attente. Essayez d'imaginer. Eh bien, croyez-vous qu'il y aura rencontre ? Non, il n'y aura pas rencontre. Il y aura quelque chose qui ne s'appelle pas une rencontre. En fait, la rencontre, c'est quand je suis surpris
d'apprécier quelqu'un, ou une œuvre, hein, que je ne pensais pas apprécier autant. D'ailleurs, autre exercice mental qu'on peut faire, ou autre exercice, vous avez peut-être déjà rencontré quelqu'un, un coup de foudre amoureux, amical, ou même une grande association professionnelle, et là vous avez dit à votre psy, ou à votre mère, ou à votre ami, j'ai rencontré quelqu'un. Ben, écoutez la phrase. Est-ce que vous auriez dit j'ai rencontré quelqu'un si vous aviez rencontré quelqu'un correspondant trait pour trait à l'attente? Non. J'ai rencontré quelqu'un, si on écoute la phrase, et souvenez-vous quand vous l'avez dit à votre psy, ça veut dire j'ai rencontré quelqu'un qui m'a vachement surpris. Je ne m'attendais pas à rencontrer cette personne que pourtant j'ai rencontrée. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a troublé, qui m'a dérangé dans mon petit confort identitaire. J'ai rencontré quelqu'un vers lequel je ne pensais pas aller, et pourtant j'y vais. Et moi, c'est ça la rencontre. Donc on ne peut pas tout comprendre, mais on peut accueillir cette espèce de mouvement qui, je crois, n'est rien d'autre que le mouvement de la vie. Un mouvement de décoïncidence, un mouvement d'inadéquation en fait. Et parce qu'il y a une métaphysique au cœur de mon livre, au cœur de mon travail, c'est pas que des relations humaines, il y a une métaphysique. Je pense que la vie, c'est ce mouvement qui pulse et qui ne se contente pas d'être ce qu'il est. Nietzsche, dans Ainsi parlait Zarathustra, donne voix à la vie. Et la vie, avec un grand V, dit à Zarathustra, vois-tu, je suis ce qui doit toujours se surmonter soi-même. Ça veut dire qu'au cœur du mouvement du vivant, il y a un mouvement de refus des limites de soi pour aller vers autre chose que soi. Et bien c'est ça qu'on vit quand on a la chance de rencontrer quelqu'un et de sentir sa vie relancée, de se faire un nouvel ami, de tomber en amour et de sentir son existence relancée. C'est parce qu'au fond, on touche la vérité du cœur métaphysique de la vie. La vie, vous voyez, c'est pas quelque chose de fixe. C'est pas une essence immuable. C'est pas un lac calme et tranquille. C'est un fleuve qui toujours se réinvente, se réalimente à sa propre source et devient autre chose que lui-même. Alors, même dans ce chaos du monde, ça c'est la quatrième condition de la rencontre, je dirais, c'est le temps. Hein, tu dis que la vraie curiosité demande du temps. Rencontrer quelqu'un, c'est découvrir un monde si vaste que nous n'en ferons jamais le tour. Mais il faut quand même... Voilà. Donc, la durée, en même temps, n'est pas une condition, mais il y a cet élément du temps qui est important. Donc... Ouais, tu as tout à fait raison. C'est au cœur de mon livre. Le rapport au temps de la rencontre est très original. Par exemple, quand on rencontre quelqu'un, il y a une qualité de présence qui fait que tout est ramassé dans une seconde, mais en même temps, au cœur de cet instant présent, c'est l'avenir qui s'ouvre, et on ne s'en rend pas compte. Tout ça pour dire que la représentation linéaire régulière du temps ne permet pas de saisir l'énigme et la grâce de la rencontre. Et d'autre part, les rencontres au présent se préparent, bien souvent longtemps en amont. Comme David Bowie, qui, sans le savoir, prépare pendant des années sa rencontre avec Lou Reed, en écoutant Lou Reed chanter à la tête du Velvet Underground, par exemple. Mais les grandes rencontres font aussi des petits longtemps après. Elles se continuent dans l'avenir. Elles sont un défi lancé à la face du temps. Et tout ça, c'est ce que chante Christophe magnifiquement dans la chanson Les mots bleus, lorsqu'il dit « Je t'attendrai à la sortie, il n'y a plus d'horloge, plus de clocher. » Il n'y a plus d'horloge, plus de clocher. C'est-à-dire que ce temps-là, ce séquençage objectif, c'est celui-là que la rencontre vient perturber. Soit parce que soudain, il me semble que cette seconde est une éternité à elle entière, soit parce que dans la grâce de ce présent s'ouvre un avenir. Et d'ailleurs, si vous vous souvenez des grandes rencontres que vous avez faites, vous voyez bien que tout ce qui s'est ouvert, c'est ouvert par la grâce du présent. Mais attention, si vous l'aviez cherché, si vous aviez cherché à construire l'avenir, il n'aurait pas été construit. Autrement dit, la grande rencontre a le pouvoir de nous offrir un avenir, lors même que nous n'avons aucunement l'idée de construire cet avenir. Il y a un éblouissement, il y a un relâchement, il y a un émerveillement, une gratitude devant ce que la vie m'offre ici et maintenant. Et parce que je suis prêt à m'en satisfaire, à ne rien demander d'autre que cela, alors c'est l'avenir qui s'ouvre. Alors, donc c'est pas un rapport au temps très, très simple à comprendre. Non, parce que aussi tu cites en particulier, on revient à l'histoire de Francesca dans les routes de Madison. Donc les deux amoureux se rencontrent 4 jours, hein, mais pour le reste de sa vie, exactement. Elle va être
cette rencontre sera présente en elle, c'est ça? Ouais, et lui aussi. Alors ça, c'est très intéressant de s'arrêter sur cette histoire. Parce que, en gros, elle renonce à tout quitter pour lui. Son mari va rentrer avec ses enfants, elle hésite, elle a fait ses valises, hein. Mais elle renonce à rendre son mari fou de tristesse à vie, elle renonce à abandonner ses enfants, et donc elle le laisse repartir. Mais elle va être fidèle à cette rencontre en la continuant et en étant à la hauteur de l'exigence existentielle que cette rencontre aura eu la grâce de réveiller en elle. Et son mari, elle va mieux l'aimer pendant 20 ans, pendant 30 ans, mieux l'accompagner lorsqu'il sera vieux et mourant, parce que, en le trompant, c'est quand même étrange, elle aura été réveillée à sa propre vérité, à sa propre vitalité, à sa propre beauté. C'est pour ça que le film est très singulier, il est très complexe, et elle sera fidèle à cette rencontre, qu'elle continuera et qui lui permettra de mieux aimer son mari et ses enfants pendant 20-25 ans. Quant à lui aussi, il sera toujours fidèle à ces 4 jours merveilleux, manière de dire que la rencontre est une rencontre continuée. Manière aussi de redéfinir le romantisme. Il faut arrêter avec le cliché ridicule du romantisme. Oui, c'est la passion, ça monte, ça descend, c'est fini. Ça, c'est le cliché éculé du romantisme d'il y a un siècle. Mais le romantisme pour lequel je milite est un romantisme du temps long. Un romantisme qui nous aide, qui nous porte vers le mystère de l'autre, qui va continuer à rester épais, malgré le fait que je connais l'autre, mais plus je le connais, plus le mystère qui résiste à cette connaissance est grand. Et donc, si on a compris que les mathématiques ne nous aident pas, plus il est petit, plus il est grand. Plus il est petit parce que je te connais très bien, parce que je vis avec toi, mais plus il est grand parce qu'il résiste à cette connaissance que j'ai de toi. Merci beaucoup. J'ai encore plein de questions. Parce que je voulais parler d'écologie, parce que tu racontes très bien comment la crise écologique, c'est un problème de non-rencontre, hein, du Bien monde sûr. extérieur. Bien Mais sûr. là, nous entrons dans la deuxième partie de notre rencontre digitale. Donc la première question de Michael ou Michael. Si la rencontre est le propre de l'homme, enfin de l'être humain, que devient l'être humain en ces temps où la pandémie rend difficile, voire impossible la rencontre? Eh bien, l'être humain rétrécit, l'être humain souffre, l'être humain est privé de ce qui fait le sel d'une vie, et c'est pourquoi nous devons essayer de nous rencontrer quand même, malgré toutes ces entraves, grâce au digital notamment, grâce aux sites de rencontres, grâce au chat. Oui, parce que, pardon, je t'interromps, tu veux continuer, mais j'ai été frappé par ton livre, par le fait que dans ton livre, tu n'es pas du tout critique des sites de rencontres. Non, pas du tout. Hein? Pourquoi le serais-je dans un livre sur la rencontre? Je pense que ce qui compte, c'est pas le site ou l'instrument ou l'appli. On pourrait penser que ce n'est pas... C'est une rencontre qui n'en est pas une. Non, c'est sûr que je ne milite pas pour un usage consumériste et compulsif du site de rencontre. En revanche, je pense que ça dépend de l'attitude qu'on a. On peut utiliser un site de rencontre ou une appli en affichant sa vulnérabilité, en postant une photo de soi non retouchée, en renseignant des critères vagues et allusifs pour ne pas s'enrouler dans l'illusion d'abolir le hasard, en décrivant son profil de manière amusante et honnête, en ayant de longs échanges épistolaires qui rappellent les correspondances d'antan avant de pouvoir se rencontrer en vrai. Et sous ces conditions, évidemment qu'il n'y a aucun problème à utiliser un site de rencontre. Je crois que dans la vraie vie, comme sur un site, dans une fête, comme dans un parc, dans un jardin ou dans un cocktail d'entreprise, ce qui compte, c'est l'attitude. Est-ce que je suis curieux de la différence de l'autre? Est-ce que j'avance démasqué? Est-ce que je prends le risque d'être troublé par l'altérité? Je peux le prendre aussi bien sur Tinder que dans un jardin. Ou alors, est-ce que j'avance masqué? Est-ce que je ne veux de l'autre, je ne veux voir en l'autre qu'un miroir dans lequel retrouver ce que je sais déjà de moi? Il y a des gens qui sont mariés depuis 20 ans sur ce mode-là. Hein. C'est juste du partenariat. C'est juste une association. C'est voilà, ça me correspond bien, tu me corresponds, tu renvoies une bonne image sociale, mais au fond, je te connais pas. D'ailleurs, on a vu dans le confinement des couples qui fonctionnaient comme ça se rencontrer. Enfin, alors qu'ils ne faisaient que se croiser quand la vie offrait tant de possibles, finalement, ils ont été confinés ensemble et ils se sont rencontrés, peut-être même re-rencontrés. Et c'est ça qui est beau, on n'a jamais fini de rencontrer quelqu'un en fait. Donc, pour répondre à Michael, donc, comment se rencontrer
en temps de pandémie où la rencontre est évidemment difficile, voire impossible. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à Michael, je pourrais rajouter un point. On pourrait aussi dire que Michael, peut-être que vous ne pouvez pas rencontrer autant de monde que vous le voudriez, mais vous pouvez quand même initier ce mouvement de la rencontre. Donc le mouvement de la rencontre, c'est quand même sortir de chez soi pour aller à la rencontre du monde, en sortant de vous-même, en lisant des livres nouveaux commandés sur la Fnac.fr, en regardant des films différents, en changeant un peu vos habitudes, en découvrant le yoga, la méditation ou d'autres pratiques sportives, ou d'autres pratiques sexuelles d'ailleurs. Je veux dire, si vous êtes, si le quotidien vous le rend possible, ce que je veux dire, c'est que sortir de chez soi, ça peut commencer par sortir de soi. Et sortir de soi, c'est changer ses habitudes, et c'est avoir un rapport plus relâché, plus souple, plus distancié à ses certitudes. Et bien ça, c'est possible en ce moment. D'ailleurs, c'est même facile en ce moment, parce que il y a bien un bouleversement des habitudes. Et ça, c'est le début des rencontres, finalement. Ensuite, deuxième question, comment conseillez-vous aux jeunes qui découvrent à peine la philosophie de l'aborder ? Comment la comprendre et comment se l'approprier ? Question de Marie. Alors, il y a plein de réponses possibles, Marie. Il y a les petits contes, il y a la bande dessinée, il y a l'humour, et puis il y a aussi le fait de faire résonner les questions par rapport à l'existence concrète. Des questions les plus complexes, philosophiquement, comme qu'est-ce que vivre ? Elles peuvent être posées à l'occasion d'une scène concrète de la vie quotidienne. Par exemple, votre enfant, à 7 ans, il prend son petit déjeuner. Il prend des cornflakes avec du jus d'orange. Et vous lui dites, c'est quoi pour toi être vivant ? J'ai souvent fait cette expérience en classe primaire ou même avec mes enfants. Eh bien, très vite, on arrive à l'idée que est-ce que vivre, c'est simplement avoir des fonctions vitales, se nourrir, dormir, boire ? Ou est-ce que ça n'est pas plus que ça ? Est-ce que vivre, c'est simplement être vivant et rester vivant ? Ou est-ce que c'est pas avoir une exigence par rapport à cette existence ? Et donc sortir comme ça de soi et aller vers plus que soi. Et je vous promets que tout enfant peut comprendre ce problème qui est posé très simplement à l'occasion d'un petit déjeuner. Ou alors un enfant qui a une colère, mais tu es en colère contre quoi ? Tu es en colère contre moi ou tu es en colère contre toi ? Et cette colère, est-ce qu'elle te rapproche des autres ou est-ce qu'elle t'isole des autres ? Je pense que, et ça c'est une remarque de prof de lycée aussi, il suffit de partir des autres. Et d'ailleurs, ça pourrait ressembler à de la démagogie, mais moi j'assume. En fait, ce qui intéresse les gens, c'est de leur parler d'eux-mêmes. Donc, pour avoir enseigné 20 ans au lycée, je peux vous le dire, à partir du moment où on part des élèves, de ce qu'ils écoutent comme musique, de ce qu'ils ont comme problème avec leurs amis, avec leurs amours, avec leur corps, alors on arrive très vite aux plus grandes questions philosophiques. En revanche, l'erreur, ce serait de partir d'en haut et de dire, voilà, il y a Platon, il y a Aristote, et ils ont dit ça. On peut arriver à Platon et Aristote en partant de là où vivent les gens, quoi. Il y a beaucoup de questions, donc je continue. Cathy demande, expliquez-moi l'analogie entre vulnérabilité et force. Ah, merci Cathy. Alors c'était un peu rhétorique, je voulais aussi rendre hommage à un livre que j'ai aimé, La vulnérabilité est une force oubliée, de Bertrand Vergely. Mais quand même, la question est très bonne. En fait, la vulnérabilité devient une force quand je cesse de la refouler et d'être entravé par ce refoulement. Donc si je sais, par exemple, que je suis vulnérable parce que je vais avoir un problème au moment de prendre la parole en public, parce que j'ai hyper peur du regard des autres, si je refoule cette vulnérabilité, en fait, je ne sais pas de quoi je souffre et ça va me travailler tout le temps. Si je la regarde en face, que je l'analyse, que je l'accepte et que je l'accueille, ça devient ma force, d'abord parce que je me connais mieux, ensuite parce que je comprends mieux les autres qui ont le même problème, et surtout, c'est une force de lien. Parce que ce qui va permettre l'empathie, c'est les autres, si je ne leur cache pas ma vulnérabilité, ils vont pouvoir m'aider, pouvoir me conseiller, et puis ils ont peut-être le même problème, et ça va devenir une force de lien, une force de relation, et une force d'empathie. Et aussi, il faut sortir de la pensée dichotomique. Il n'y a pas d'un côté une faiblesse, de l'autre côté une force. C'est plus compliqué la vie. Prenons un exemple philosophique de la plus haute importance, Raphaël Nadal. Alors, son coup droit, c'est une force ou une faiblesse ?
bah, il a un coup droit atypique. Il n'a jamais réussi, pendant toute sa scolarité au tennis, comme on pourrait dire, à faire un coup droit normal. Il n'y arrivait pas. Il n'arrivait pas à finir son geste comme tout le monde, c'est-à-dire en haut, là-bas, derrière la tête. Et il faisait comme ça. Il finissait le geste comme un lasso. Et bah, c'est devenu le meilleur coup droit du monde. Donc en fait, force ou faiblesse, vous voyez ? Et il y a 1000 exemples comme ça. Ça me fait penser à ce livre sublime de Jacques de Lucéran. C'est un aveugle résistant. Déporté. Ouais, déporté. Il a survécu. Et la lumière fut. Alors il est aveugle. C'est plutôt une faiblesse. Et ça va lui devenir une force parce qu'il va développer une acuité de perception dans la mesure de sa cécité. Cécité, oui, c'est ça. Oui. Donc du coup, je crois que ce qui nous aide, et ça, je travaille beaucoup ça dans les vertus de l'échec aussi, et même dans le livre sur la confiance, la prison, c'est la pensée dichotomique. C'est la pensée binaire. Et d'ailleurs, ce qui fait que j'ai peur quand je me lance, que j'ai peur d'échouer, c'est que j'ai une pensée binaire. Je me dis, si je réussis, je suis un winner, et si je me plante, je suis un loser. Et en fait, quand on comprend que souvent on réussit et on échoue en même temps, qu'il y a de l'échec et du succès en même temps, on a moins peur de l'échec, puisque justement il est traversé par le succès. Et que l'échec n'est pas véritablement l'échec, mais ça c'est un Exactement. autre Ouais. débat. Aïcha demande, quelle nuance conceptuelle fais-tu entre l'enthousiasme et la joie ? Ah, ça c'est très beau. C'est très très beau comme question. L'enthousiasme me ressemble beaucoup. L'enthousiasme, étymologiquement, je crois que ça veut dire être en Dieu, non ? Être en Dieu. L'enthousiasme, laisse-moi réfléchir un peu. L'enthousiasme et la joie. Moi, je crois que j'en fais pas trop. Hein. Je crois que ça se ressemble beaucoup. Alors, à ceci près qu'il peut y avoir une joie non enthousiaste, quand même. On peut avoir une joie secrète, une joie profonde, qui n'est pas nécessairement exprimée dans un enthousiasme communicatif. J'en ai souvent rencontré des gens comme ça. Au début, on les prend pour des êtres sinistres parce qu'ils n'expriment pas beaucoup leur joie. Et puis quand on les connaît, quand on les connaît bien, on s'aperçoit qu'il y a un grand rire à l'intérieur d'eux, un grand sourire face à l'adversité, et une joie pénétrante mais profonde et qui n'est pas nécessairement visible. Donc ça, c'est une petite distinction intéressante. Mais à part ça, ce qui est plus intéressant, c'est le point commun. C'est qu'il y a, dans les deux cas, il y a un élan. Dans les deux cas, il y a un dynamisme. Dans les deux cas, il y a une combativité face à l'adversité. Et puis dans les deux cas, il y a quelque chose qui pourrait ressembler à du masochisme, mais qui n'en est surtout pas. C'est que quand l'adversité s'abat sur moi, après un moment légitime de découragement, vient le sursaut et cette joie du combattant qui aime l'obstacle dans la mesure où l'obstacle le révèle à sa vitalité. Et d'ailleurs, c'est De Gaulle qui disait, je crois, les grandes joies ont besoin de grands obstacles. Autre question. Non. Il me semble, je voulais juste faire une petite incidente, c'est que ce qui me frappe beaucoup en t'écoutant, mais aussi en lisant tes livres, il y a chez toi vraiment un élan vital très saisissant. Tout ton travail, finalement, c'est sur l'élan vital, quel qu'il soit. Ouais. L'action, c'est de commencer. Enfin, tu es l'auteur, pour moi, de l'élan vital, qui est un concept que je trouve éminemment porteur, beau, riche. Bien sûr. Alors l'auteur de l'élan vital, c'est d'abord Bergson, puisque c'est le concept qui est au cœur de la philosophie de Bergson. Vous le trouverez notamment dans l'énergie spirituelle. Et Bergson nous dit, et je suis très bergsonien, que dans tout le vivant court un élan, qui est créatif au fond. Le lierre, qui contourne les obstacles en grimpant, exprime l'élan vital. Le cheval qui galope, le chien de berger qui regroupe des moutons irlandais à tête noire, et qui est rusé dans la façon de regrouper 1000 moutons, enfin 50 ou 200 moutons. Il exprime l'élan vital. Nous-mêmes, quand nous ne respectons pas les questions prévues et improvisons, nous exprimons l'élan vital. A fortiori, Bowie, quand il compose, Picasso, quand il peint, exprime encore plus l'élan vital. Mais c'est le même. Alors il s'exprime avec différentes intensités, à différents degrés, mais c'est le même. Et moi, je l'ai toujours senti en moi. Et d'ailleurs, pour vous faire une petite confidence, quand j'ai écrit mon roman La Joie, c'était avant Les Vertus de l'échec. En fait, j'avais une discussion avec mon éditeur, qui est mon meilleur ami, Guillaume Allary.
Et je savais pas trop quel livre écrire. J'avais écrit un livre sur la beauté, quand la beauté nous sauve, et puis j'hésitais entre un roman et un essai. Et je m'engageais sur une mauvaise voie. Et à ce moment-là, Guillaume me dit, mais pourquoi tu n'écris pas sur ton truc, en fait? Que je t'ai vu dans ta vie, quoi, avoir des problèmes, comme tout le monde, mais réagir à ces problèmes par un surcroît de joie, parfois presque pathologique. Pourquoi t'écris pas là-dessus? Et j'ai écrit ce roman La Joie pour aller essayer de toucher cet élan vital que je sens en moi, mais je ne suis qu'un cas particulier, mais que je sais être présent dans le vivant et que j'admire chez les autres beaucoup plus qu'en moi. Et en revanche, là où c'est intéressant, c'est qu'on traverse une période de crise. Et je pense que les crises sont des occasions d'aller toucher cet élan vital, parce qu'on l'a tous vécu. Quand tout va bien, en fait, on s'ennuie un peu. Quand il n'y a pas le choc de l'adversité, quand il n'y a pas la provocation de la défaite, quand il n'y a pas le titillement de la blessure d'ego, quand il n'y a pas l'ouverture de la crise, en fait, on est moins joyeux. Souvenez-vous quand même de toutes ces études qui ont montré que les Israéliens ou les Irlandais, lors même que le terrorisme s'abattait sur leurs villes et sur leurs terrasses de café, avaient une joie de vivre supérieure à la nôtre. Donc c'est ça, en fait, qui me travaille. Et effectivement, tout mon travail, à travers la bande dessinée, le roman, la philosophie, c'est d'aller ausculter cet élan vital, dont Nietzsche parlait aussi en l'appelant volonté de puissance, dont Bergson, dont Spinoza parlait aussi avec un autre terme, et qui est, à mon avis, une force qui travaille le vivant et qui pulse au cœur même de la vie. Très bonne question. Maintenant, Annick, merci pour ça. Comment peut-on expliquer que certains nous voient autrement que ce que l'on croit être? Alors ça, comment vous appelez? Annick. Alors Annick, je vous réponds. Regardez-moi bien. Parce que là, on a combien de temps? Combien de temps il nous reste? 10 minutes. Il me faudrait 4 heures. Mais vous ne pouvez pas imaginer à quel point votre question, Annick, est centrale. Parce que on est dans une culture, pour plein de raisons liées au christianisme, au romantisme allemand, etc. On se dit, oui, mais moi, à l'intérieur de moi, j'ai une valeur, mais les autres se trompent. Ils ne me voient pas comme je suis. Alors évidemment, vous avez raison, ça peut arriver à l'instant T que les gens ne me voient pas comme je suis. Mais attention, sur le temps long, ça n'est pas possible. Pour les raisons hegeliennes que j'ai évoquées tout à l'heure. C'est que quand on est hegelien, eh bien, on va exprimer dans le rapport aux autres, dans l'action, dans l'intersubjectivité, comme le dira Sartre, des actions, des gestes, des manifestations, des œuvres. Et il y a un moment, et c'est Sartre qui le dit très bien en résumant la philosophie de Hegel, si les gens vous voient comme un salaud et que vous n'êtes pas un salaud, ben vous avez qu'à le prouver. Mais si tout le monde vous voit comme un salaud pendant 60 ans, c'est que vous êtes un salaud. Parce qu'autrement, c'est trop facile de dire, c'est la mauvaise foi. De dire, non, tu crois que je me suis mal comporté, mais fais pas attention aux gestes. À l'intérieur, il y a le joyau de mon intériorité. Donc, il peut arriver, Annick, je crois, il peut arriver qu'il y ait un décalage entre ce que vous sentez de vous et ce que les autres voient de vous. Mais vous avez le temps long de votre existence pour prouver ce que vous valez. Et le but, c'est quand même de réussir à objectiver sa subjectivité, à extérioriser son intériorité. C'est à cela que servent les rencontres, précisément. C'est à ça que sert l'action, précisément. Souvenez-vous de Alain, le secret de l'action, c'est de s'y mettre, c'est d'y aller, quoi. Et donc, à la fin de votre vie, je pense qu'il n'y aura pas de trop gros décalage entre tout ce que vous avez fait et toutes ces actions que vous avez posées sur la face du monde, que les autres ont vues de leurs yeux, et ils vont se faire une idée de vous-même, et votre but de vie, ça doit être que ce que vous pensez de vous-même soit le plus possible en adéquation avec ce que les autres voient et pensent de vous. Je sais que ça ne vous plaît pas, parce que vous avez ce romantisme occidental de dire « oui, mais il y a un malentendu ». Mais oui, il y a un peu de malentendu. Je ne dis pas que les autres disent toute la vérité. Je dis qu'on ne peut pas être heureux si on n'essaye pas de réconcilier ce qu'on sent comme valeur au cœur de son intériorité et ce que les autres peuvent attester objectivement de cette valeur. Noble projet de vie. Mais la vie est longue. Hein. N'ayez pas peur, la vie est longue. Alors, vous pourrez toujours rectifier le tir. Alors justement, Sylvain te demande, le temps long n'est-il pas l'opposé du monde consumériste qui est le nôtre actuellement? La consommation ne dit pas la vérité de notre existence, évidemment. Donc oui, il y a un temps court de la consommation. On est en train d'en sortir en prenant la mesure du péril écologique qui est la conséquence
de ce temps court de la consommation. Je vous rappelle que la mode, l'industrie de la mode, est en partie responsable, presque autant que l'industrie pétrolière, de ce péril climatique avec cette absurdité de la saisonnalité de la mode. Donc on n'a pas besoin de se changer d'acheter des vêtements tous les 2 mois. C'est complètement grotesque. Mais la vitesse est elle-même un problème Voilà. Mais d'écologie. ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas que ce monde-là. Et le monde des relations humaines que j'invite à explorer dans cette philosophie de la rencontre, c'est le monde du temps long. Une histoire d'amitié, c'est le monde du temps long. Une histoire d'amour, c'est le monde du temps long. Voir grandir son enfant, l'accompagner, le porter le plus possible, c'est le monde du temps long. Et je crois que jusque dans la consommation, nous allons changer. Nous allons apprendre à recycler, à réinventer. Et d'ailleurs, beaucoup de gens, enfin vous le savez mieux que moi, toi qui travailles dans Madame Figaro, beaucoup de marques de mode se lancent dans cette mutation, dans cette réinvention du temps de la consommation, au fond. Consommation, consumer. Ça se consume très vite. Il faut qu'on change ce champ lexical et qu'on soit dans un temps de l'apprivoisement, de la découverte, de l'exploration. Et c'est vrai que jusque dans la consommation, ça va être possible, je crois. Enfin, j'espère. Comment analyser le titre de cet événement qui nous réunit ce soir? Rencontre digitale. Axel. Oui, alors je ne voudrais pas jeter la pierre à ceux qui m'ont gentiment invité. Je ne l'aurais pas appelé comme ça. C'est-à-dire que rencontre digitale, on a l'impression... Oui, voilà. Non. Attention, je pense que c'est possible. Et on y arrive, visiblement. Mais c'est vrai que le digital n'est qu'un instrument. Et ce qui compte, c'est ce qu'on en fait. Je pense que nous sentons une énergie, même si nous sommes à distance. Nous partageons des choses, même si nous sommes à distance. Nous avons des désirs, nous avons aussi un péril commun, cette crise. Donc nous sommes ensemble, en fait. Comme le disait Pascal, nous sommes embarqués. Mais j'aurais préféré qu'on parle d'une rencontre avec Bergson, avec Clint Eastwood, avec moi, dans une petite mesure, plutôt qu'avec mon doigt, comme semble le dire ce mot digital. J'ai encore plusieurs questions, mais il y en a deux auxquelles je voudrais que tu répondes avant que ça ne soit terminé. Pensez-vous que l'émergence foisonnante du développement personnel, développement personnel étant entre guillemets, comme nouvelle tendance de l'individu occidental, nous empêche finalement de nous rencontrer et de nous développer réellement? Karine. Non, quand même pas. Pas du tout. Je ne voudrais absolument pas être si critique avec le courant du développement personnel. D'abord parce que le fondement est bon. Développer la personne, c'est plutôt bien. Et beaucoup de philosophes ont eu ce noble objectif au cœur. Mais c'est vrai qu'il y a un effet pervers d'un certain développement personnel, c'est de se dire toi, tu t'aimes, toi, ton ego, tu chéris ton ego, tu te regardes, tu te complimentes, etc. Et parce que si on va trop dans cette direction, il n'y a plus de place pour l'autre. Et le problème, c'est qu'il y a aussi ce défaut dans la philosophie occidentale classique. Je vous rappelle que Descartes, c'est « je pense, donc je suis ». Donc « je pense, donc je suis ». Si vous écoutez un peu en cette heure tardive cette phrase, vous entendez qu'il n'y a pas tellement de place pour la rencontre de l'autre. Donc, contre ce solipsisme cartésien, mais aussi cette invitation parfois excessive du développement personnel à ne viser que le développement du soi, je propose de rappeler la vérité de l'existence humaine. Ma vérité est hors de moi. Elle n'est pas en moi, elle est hors de moi. C'est ce que dit l'étymologie même d'exister, sortir de soi. La vraie vie, c'est de sortir de soi. Et c'est ce que dit René Char, s'établir à l'extérieur de soi. C'est ce que dit Sartre avec son livre La transcendance de l'ego. Le mot n'ayez pas peur, il est barbare. Mais ça veut dire que l'ego, le moi, il est transcendant, il est hors de lui dans ce mouvement par lequel je vais vers ce qui n'est pas moi. Alors ça peut être toi, ça peut être Dieu, ça peut être le mystère du monde, ça peut être un paysage, ça peut être Jean-Sébastien Bach, mais ce qui est sûr, et vous l'aurez entendu, c'est que plus je fréquente ce qui n'est pas moi, plus je suis troublé par ce contact avec ce qui n'est pas moi, plus j'ai une chance de devenir moi-même. Alors, on revient à une question très importante qui est de Sylvain. Ouais. Peut-on rencontrer la nature et le règne animal? Évidemment.
Évidemment qu'on peut rencontrer la nature et même un animal. J'ai eu aujourd'hui un long moment avec mon chat qui était très... J'étais fasciné, quoi. Je le regardais s'endormir et soudain se réveiller très, très vif, très aux aguets et puis s'endormir. Et je me disais, mais nous, on est incapables de ce rapport au monde-là. Cette vigilance dans l'endormissement, quoi. Et au fond, on a tous très simplement accès comme ça à l'altérité. Je me suis dit, j'avais déjà vécu ça il n'y a pas longtemps quand il s'est mis à neiger à Paris et que mon chat voyait la neige par la fenêtre pour la première fois. Et je le regardais, je me dis, mais c'est quand même incroyable cette expérience qui m'est offerte. Il y a un autre vivant qui finalement voit les mêmes flocons de neige que moi complètement autrement. Eh bien, voyez-vous, dans le couple, c'est pareil parfois. On voit un film et on en parle avec l'autre après être allé au cinéma. J'espère qu'on pourra bientôt y aller de nouveau. Et l'autre a vu un autre film. Et c'est ça qui est passionnant. C'est cette expérience de l'altérité que la rencontre nous apporte. Et évidemment, la rencontre de la nature, je dirais juste une chose là-dessus, parce que je vois que l'heure tourne. D'accord ? Mais c'est que, juste une phrase, parfois on est dans un pays étranger, dans la nature, et on se sent chez soi. Bah, tout est dit. On est plus chez soi, à l'étranger, que chez soi. On est plus chez soi, en terre inconnue, que dans son petit moi. Et c'était aussi le cœur de mon livre sur la confiance. Quand j'expliquais que avoir confiance, c'est se sentir chez soi, hors de soi. Et ben c'est exactement à cela que nous invite aussi la rencontre. Alors je vois que tu lises, mais ça se termine. Je voulais juste te dire deux choses. Donc la FNAC poursuit son rôle d'agitateur culturel et de soutien aux auteurs et aux artistes en proposant de nouveaux rendez-vous sur la claque FNAC, son espace digital culturel. Et sachez-le, demain soir, la FNAC organise un nouveau live avec Gauthier Capuçon, le violoncelliste, qui présentera une masterclass. Voilà. Et tu veux que je lise quel passage ? Ce que tu veux. Ah d'accord. Toi de nous faire découvrir ce que tu as envie de nous dire pour terminer. Ok, alors je vais ouvrir un peu au hasard. J'arrive tout de suite, pardon. Peut-être tu veux lire. Ok, vas-y, allez. Chaque rencontre nous modifie. Pour l'instant, c'est une citation de Boris Cyrulnik. Je n'ai pas rencontré le plâtrier qui me disait qu'il n'y a que les filles et les pédés qui font des études. Je l'ai croisé, c'est tout. Il m'a étonné, mais pas convaincu. Ce n'était pas une rencontre puisqu'il ne m'a pas détourné de mon chemin. Il n'a pas marqué son empreinte sur moi. Écrit Boris Cyrulnik dans Sauve-toi, la vie t'appelle. La rencontre d'Émile, Émile c'est son tuteur de résilience, l'a détourné de son chemin de souffrance et de silence, de son chemin de mort, peut-être. Elle a marqué son empreinte sur lui, puisqu'elle l'a réconcilié avec la vie et qu'il est devenu, comme Émile, un savant bienveillant. Émile n'a pourtant rien fait d'extraordinaire, au sens propre, rien d'héroïque. Il n'a pas accompli d'action hors du commun. Il n'a pas risqué sa vie pour celle de Boris Cyrulnik. Il n'a pas été surhumain. Il a été pleinement humain, et c'est ainsi qu'il a su redonner à un adolescent brisé le goût du lien, sans lequel un être humain ne peut se développer. Par sa complicité, sa bienveillance joyeuse, par son exemple tout simplement, il a éveillé en Boris Cyrulnik des désirs somme toute ordinaires. Être bon à l'école, s'amuser avec ses camarades, jouer au rugby. Et même s'il l'a fait en manifestant de belles qualités d'écoute ou de présence, Émile a été exemplaire en étant un homme ordinaire. Les conséquences de cette rencontre furent néanmoins, c'est là la puissance folle de la rencontre, extraordinaire. Une vie repart, un être renaît de ses cendres et croit à nouveau au bonheur. Merci infiniment de nous avoir suivis. À bientôt. Au revoir, merci beaucoup. Merci.